ce journal la présentation du rapport annuel 2022 du vérificateur général au président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est un document de 238 pages qui retrace les dysfonctionnements constatés au sein de l'administration publique. Également, nous parlerons de cette journée d'échange sur les normes sociales dans le domaine de la santé, de la reproduction et du développement, une initiative des responsables de l'ONACER, Office national de la santé et de la reproduction. Samedi 4 novembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le vérificateur général a officiellement remis hier son rapport 2022 au président de la transition, colonel Assimi Goïta, un document de 238 pages qui retrace les dysfonctionnements constatés au sein de l'administration publique. En 2022, le vérificateur général a effectué 23 vérifications financières et de conformité, 2 innovations majeures, les dénonciations au pôle économique et à la section des comptes de la Cour suprême et l'évaluation des politiques publiques. Des dossiers ont été déjà transmis. Le président de la transition a félicité l'équipe avant de rappeler l'importance de la lutte contre la corruption dans la refondation du Mali. Sira Batili nous fait le point. L'État aux trousses des délinquants financiers. Cette tâche revient au vérificateur général en menant des investigations dans les services publics et à tous les niveaux. Le bureau du vérificateur est donc l'arme dissuasive de l'État pour assainir l'administration publique. Et comme l'exige la loi, le vérificateur général remet officiellement son rapport 2022 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il contient les irrégularités financières, celles administratives, la vérification de performance des services et le suivi des recommandations. Le rapport annuel 2022 est le fruit d'un travail minutieux basé sur la cartographie des risques et l'importance des secteurs d'activité des entités auditées. Il prend également en compte les saisines reçues des citoyens, des organisations de la société civile et du gouvernement. Il est riche de 36 missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques qui ont concerné les services de l'administration centrale, des organes personnalisés, des collectivités territoriales, des projets et politiques publiques. Ces missions se répartissent en 23 vérifications financières et de conformité, 3 vérifications de performance, 8 vérifications de suivi de recommandations et 2 évaluations de politiques publiques. Le rapport du vérificateur, un contrôle de la gestion publique, une synthèse des observations, analyses critiques et suggestions avec cette innovation. La dénonciation dans les rapports dits individuels qui donnent des détails sur les dysfonctionnements. 22 ont été transmis au pôle économique et 21 à la section des comptes de la Cour suprême. À cet effet, le bureau du vérificateur général travaille en synergie avec les autorités judiciaires et le contentieux de l'État. En ce qui concerne les suites judiciaires, des dossiers transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême, 5 dossiers ont été déférés au parquet général de la Cour suprême. 5 sont en instruction par les conseillers rapporteurs durant lesquels comparaissent les personnes poursuivies. 11 ont fait l'examen par les chambres de la section des comptes. Les missions de vérification ont porté sur 8 secteurs dont l'eau et l'énergie, les mines, le transport et la santé, choix approuvé par le président de la transition. Je voudrais féliciter l'équipe du bureau du vérificateur pour la pertinence des domaines qui ont fait l'objet de vérifications. Les domaines concernés touchent le bien-être de nos compatriotes. La gestion des ressources publiques est prioritaire pour une nation qui veut construire son avenir. Elle requiert de ce fait une grande responsabilité sur le plan à la fois normatif et éthique. C'est pourquoi la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière font partie des priorités des autorités de la transition. C'est également la raison pour laquelle je souhaite que toutes les actions de la transition aient comme fil conducteur la rigueur dans la gestion et la moralisation des comportements.
et le chef de l'État de poursuivre sur l'intérêt des 4 missions du bureau du vérificateur général, la vérification financière et de conformité, celle de suivi, la vérification de performance et le suivi des recommandations. La diversité des interventions du bureau du vérificateur général offre ainsi une boîte à outils pour le gouvernement pour apprécier notamment la régularité et la sincérité des opérations de dépenses, la conformité des actes posés relativement à l'application rigoureuse de la réglementation, le respect des critères d'économie, d'efficacité et d'efficience de nos programmes, ainsi que l'impact de nos politiques publiques. Les résultats de ces différentes missions contribueront à renforcer les réformes engagées pour la refondation de l'État. J'invite par conséquent le gouvernement à veiller à la mise en œuvre des recommandations catalyseur de certains des changements à induire dans notre administration. En plus du suivi et de la judiciarisation des dossiers, le gouvernement accordera une attention particulière à l'application des sanctions administratives et disciplinaires. De la matière et des propositions pour différents secteurs, le président de la transition qualifie ce rapport de source d'inspiration pour beaucoup de projets. En ce qui concerne le volet performance des vérifications du rapport annuel 2022, j'ai retenu avec une attention toute particulière la nécessité de mettre en place un système de contrôle de qualité des médicaments, aliments, boissons et eau, de prendre des mesures appropriées en vue d'une gestion adéquate des stocks de réactifs périmés, de faire adopter la politique nationale du volontariat et des textes y afférents et de favoriser sa mise en œuvre, de conforter les actions de sécurité alimentaire afin d'améliorer la résilience des populations vulnérables. Des orientations seront instruites pour une meilleure prise en charge des recommandations. S'agissant des politiques publiques évaluées et tenant compte du développement des technologies de l'information et de la communication, des choix stratégiques de planification, de mise en œuvre et de suivi de nos politiques publiques s'imposent. A souligné la bonne note du vérificateur général à l'administration publique quant au suivi des recommandations. De 52% en 2021, il est passé à 58%. Un progrès. L'autre innovation en matière de vérification, c'est l'évaluation des politiques publiques pour mieux les recadrer. Les militantes de la coordination régionale des associations féminines CAFO de Tombouctou sont sorties massivement pour encourager et soutenir les jeunes qui postulent au concours d'entrée dans les différents corps de l'armée. Ces dames de la CAFO ont visité les différents points de dépôt des dossiers, une démarche très appréciée par les différents responsables rencontrés. Reportage au RTM Tombouctou, Najim Babassissé. Lorsque la nation a besoin de ses fils et filles, ils doivent répondre présent. Voilà ce qu'a compris la coordination régionale des associations féminines de la région de Tombouctou, venue pour soutenir les candidats dans les différents concours d'entrée dans les forces de défense et de sécurité. Un soutien qui s'exprime par des gestes symboliques à ces jeunes qui ont bravé le sommeil et la faim pour pouvoir déposer leur dossier de candidature. Les femmes de Tombouctou se sont retrouvées ici, les femmes et les jeunes filles, parce qu'on s'est dit qu'il était normal qu'on puisse venir soutenir et accompagner nos enfants qui sont dans les différents centres de dépôt pour postuler dans les corps de l'armée. Et nous espérons que beaucoup de jeunes Tombouctiens vont être recrutés et vont défendre notre pays. Cette démarche de la CAFO s'est élargie sur l'ensemble des lieux de dépôt, où les visiteuses ont rencontré les différents responsables et exprimé leur soutien aux autorités pour le bon déroulement de l'opération. Nous profitons du micro pour vraiment remercier les plus hautes autorités parce qu'ils ont allégé vraiment les documents à fournir, surtout la fiche individuelle qui constituait une épine dans le pied de nos enfants. Donc, ce qui a permis à beaucoup d'autres candidats de pouvoir postuler. Nous remercions également notre autorité régionale parce qu'il a aussi fait des facilités pour les différents cercles, parce qu'on a créé des centres de dépôt dans ces différents cercles. Les commissions chargées de la réception des dossiers dans les différents lieux visités ont rassuré ces mamans et sœurs que le travail se poursuit normalement. L'Union malienne des aveugles vient de procéder à l'inauguration de sa bibliothèque en braille, un projet mis en place et financé par Action Jeune grâce au concours Instant T. Suivons ce reportage signé Maïmouna Guindo.
Dans cette salle, des ouvrages en écriture braille. C'est la bibliothèque de l'Union malienne des aveugles. La rénovation de cette bibliothèque en braille a été rendue possible grâce à la volonté de Action Jeune. Cette bibliothèque, parmi tant d'autres projets, a été mûrement réfléchie par le Grand Action Jeune. Nous avons ainsi répondu à l'un des besoins spécifiques des élèves en situation de handicap et prendre aussi en compte la nécessité de la lecture dans le milieu scolaire et surtout dans une école aussi spécialisée où se trouvent des voyants et des personnes en situation de handicap visuel. Le célèbre président Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus fatale pour changer le monde. L'UMAV a décidé de s'inscrire dans cette dynamique en acceptant l'implantation de cette bibliothèque inclusive qui, j'ose croire, œuvrera pour l'intérêt de l'ensemble des jeunes de l'UMAV, mais également des jeunes de la commune 6. Première du concours instanté, Action Jeune a mobilisé donc 5 millions de francs CFA pour financer cette bibliothèque. Nous sommes les premiers acteurs du changement de notre cadre de vie. Donc c'est ce que le Grand Action Jeune a bien compris, parce qu'on les amène à identifier les problématiques de la communauté dans laquelle ils vivent, à proposer des solutions concrètes et aussi à les réaliser. Désormais, grâce à cette écriture, les non-voyants auront accès au savoir pour mieux servir leur nation, car une nation qui lit est une nation qui gagne, disait Nelson Mandela. Explorer l'engagement des organisations en matière de recherche et intervention sur les normes sociales dans le domaine de la santé, de la reproduction et du développement, c'est l'objectif d'une journée d'échange à l'Office national de la santé et de la reproduction ONASER. Au cours de cette session, les échanges ont porté sur les différentes expériences, mais aussi sur les avancées dans le domaine de la santé et de la reproduction au Mali. Inaba. Les normes sociales sont des vecteurs socio-culturels qui influencent positivement ou négativement la santé et le bien-être social de la population. La problématique est au centre des échanges entre les acteurs de la santé et de la reproduction. L'objectif vise à créer des partenariats et synergies à travers l'exploration de l'engagement des organisations œuvrant au Mali sur les normes sociales dans le domaine de la santé et le développement. Qu'il s'agisse de santé sexuelle et reproductive ou de violences basées sur le genre, les normes sociales guident et régulent le comportement des individus au sein d'un groupe ou d'une communauté et prescrivent ce qu'il faut ou ne faut pas faire dans une situation donnée. Quand ces normes sociales sont positives, elles doivent être encouragées car elles peuvent favoriser le changement social ou le comportement. Cependant, quand ces normes sont négatives, elles peuvent parfois menacer la santé de la femme ou de la population. Même si d'énormes progrès ont été réalisés dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, force est de constater que des défis restent à relever, notamment la faible utilisation des services et la persistance des facteurs socio-culturels défavorables. Aujourd'hui, au-delà de l'ONASER, nous avons ici l'ensemble des représentants des différents services du département du ministère de la Santé. Et il y a ceux qui interviennent également en matière de prévoyance sociale. Donc on a également des organisations féminines et la société civile. Donc c'est toute cette belle, si vous voulez, assemblée que nous voulons mettre à profit pour qu'ensemble, nous puissions faire en sorte que les normes sociales ne puissent plus poser de problèmes dans les cas d'intervention et de recherche en matière de santé. À l'issue de la session, plusieurs recommandations seront formulées relatives à l'accroissement de l'engagement des donateurs pour inverser la tendance. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite en 4e région a été lancée hier à Ségou par le gouverneur de la région. Plus de 915 000 enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés par cette campagne. Et pour mener à bien l'opération, plus de 3 000 vaccinateurs sont mobilisés. Reportage Honoré Tcheno.
C'est l'enfant Bintou Diarra, âgé de 3 ans, qui reçoit les premières gouttes de vaccin contre la poliomyélite au quartier Bougouni de Ségou. Ainsi est lancée la journée nationale de vaccination contre la poliomyélite en 4e région. Il s'agit d'administrer le vaccin aux enfants de 0 à 5 ans pour le premier passage 2023. Des messages de sensibilisation et conseils à l'endroit de la population ont marqué la cérémonie de lancement. En 2023, précisément en septembre 2023, il y a eu 2 cas, dont un dans la région de Ségou, et précisément dans l'aire de santé de Banankoro. C'est ce qui a motivé vraiment cette journée de vaccination. La dose prévue pour cette campagne est de 2 gouttes par enfant. Occasion pour le gouverneur de la région de Ségou d'appeler chaque citoyen à faire de cette campagne de vaccination une priorité. Il me plaît d'insister sur le fait que la vaccination soit la priorité de tous. La victoire est à nos portes, les moyens à notre portée. Alors ne baissons pas les bras. C'est pourquoi j'exhorte toutes les autorités politiques, religieuses, traditionnelles, la société civile, à s'investir pleinement par le maintien des enfants dans les ménages afin qu'aucun n'échappe à la vaccination. Pour la région de Ségou, 915 877 enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés par cette campagne. Lancement à Koutiala de la brigade citoyenne couplée à une séance de sensibilisation sur les méfaits de la prise des stupéfiants. Cette activité est initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'objectif est d'inciter les jeunes à plus de solidarité et à promouvoir le bien-être collectif à travers des projets communautaires. Reportage à Brahima Kone. Un investissement humain, un engagement citoyen, une mobilisation des jeunes autour des projets communautaires sont entre autres aspects que l'on puisse retenir de cette brigade citoyenne qui vient d'être lancée à Koutiala. L'objectif est de porter haut le flambeau des valeurs fondamentaux d'entraide et de solidarité. La brigade citoyenne intervient dans plusieurs domaines, notamment la promotion des actions environnementales, les activités éducatives, la paix et la tolérance, les initiatives artistiques pour le changement social, sensibiliser aux droits fondamentaux et promouvoir les valeurs d'investissement humain. Cette brigade citoyenne est une activité du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, couplée à une séance de sensibilisation sur les méfaits de l'usage des stupéfiants. Occasion pour le chef d'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Koutiala de dissuader plus d'un à travers un exposé utile. Les stupéfiants sont vraiment dangereux et très mauvais pour la santé humaine. Ça nous met hors de nous, ça détruit le corps, ça détruit l'esprit. C'est cette couche de jeunes qui est l'avenir de ce pays dans quelques années qui est beaucoup plus affectée par ce fléau. Il ressort des échanges qu'une synergie d'action citoyenne est nécessaire pour mettre fin à la prise des stupéfiants. Des kits scolaires, des couvertures, des machines à coudre, des vélos tricycles et des matelas, voici entre autres la composition des dons remis aux couches vulnérables dans le cadre de la clôture des activités de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion à Mopti. Aminata Touré pour le reportage. La solidarité s'est encore manifestée à l'endroit des populations démunies, ceci dans le cadre de la clôture des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion à Mopti. En espèces, plus de 9 millions de francs CFA, dont 1 million au bénéfice du Conseil régional de la jeunesse, 1 500 000 de l'État. En nature, 500 kits scolaires, 500 couvertures, 100 matelas, 60 casques, entre autres. Tout ce, je crois, dont les personnes ont besoin, un bon nombre a été mobilisé ici grâce à la contribution des uns et des autres. On est comblé aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ce mois-là, quelle qu'en soit la forme. La mobilisation en nature a permis de réaliser, entre autres, la prise en charge de la cataracte pour 14 personnes âgées et démunies, une collecte de sang auprès de 200 personnes donneurs volontaires, le financement en activité génératrice de revenus pour 12 personnes déplacées internes et femmes seules chargées de famille. Nous sommes satisfaits du geste des donateurs. Ces 50 matelas vont vraiment servir aux enfants du village d'enfants SOS. Nous disons merci. Merci aux parrains et merci à la région de Mopti. Nous devons tous œuvrer de toutes nos énergies, de nos moyens pour contribuer au bien-être des populations en général, mais en particulier
celles qui, sous le poids de la pauvreté, de la maladie, de l'âge, de l'handicap, du déplacement forcé, du rapatriement, des catastrophes, ont fortement besoin du concours et d'un élan de solidarité des autres. A signaler que le parrain du mois, les parrains des 4 semaines thématiques, quelques opérateurs économiques et organisations ont tous reçu des attestations pour leur présence physique, leur appui financier et matériel. Également, des dons composés de riz et mototricycles ont été faits à Nara pour la clôture des activités de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le reportage est signé Idrissa Keita et Makandia Kiti. Des vivres et non-vivres, c'est la composition du don du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, non moins parrain régional du mois de la solidarité à Nara. Des parrains et marraines des différentes semaines et d'autres associations se sont aussi manifestés à hauteur de souhait durant tout au long de ces mois. Un mois durant lequel des dons ont été remis aux personnes vulnérables de Nara. Cette cérémonie de remise marque la clôture du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La remise des riz à 100 ménages sinistrés suite aux inondations et incendies dans les communes de Dili, Falou et Niamana. La distribution des riz à 61 chefs de ménage. La remise de 2 mototricycles à 2 personnes vivant avec un handicap. La remise d'une enveloppe symbolique à la maison d'arrêt de Nara. Au total, 3296 personnes vulnérables de la région de Nara ont bénéficié de cet élan de solidarité pendant ce mois d'octobre. Remercions les donateurs pour ce geste qui va amoindrir nos souffrances, surtout en ce temps difficile. Et nous leur demandons de toujours penser aux veuves qui supportent la charge de plusieurs enfants. La clôture des activités du mois de la solidarité ne signifie nullement la fin des actions de solidarité à l'endroit des couches vulnérables de la région. Chaque jour étant une autre réalité pour chacun, la solidarité doit être ancrée dans nos mœurs. Pour mémoire, le thème retenu pour cette 28e édition est la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali-Croix. Et cette information avant de boucler ce journal, dans un communiqué de la DIRPA, l'on note que le vendredi 3 novembre, les missions de surveillance aérienne nocturne du territoire malien par les FAMA ont permis d'identifier plusieurs opérations terroristes en cours de préparation dans le camp abandonné de l'aménagement à Kidal. Toutes les cibles ont été neutralisées. Les FAMA exhortent la population à rester vigilante. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Fousséni Tungara. Moi, je vous retrouve demain à 13h, Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous.